Je m'appelle Sophie Moreau. J'ai 65 ans et je vis seule dans un petit appartement du 15e arrondissement de Paris. Ma vie n'a pas été facile, mais elle a été la mienne, choisie en pleine conscience il y a près de 15 ans. Aujourd'hui, je dois raconter cette histoire. Pas pour me justifier, je n'ai aucun regret, mais parce que le silence devient trop lourd à porter seul. Tout a commencé par une journée ordinaire de septembre 2010. J'étais alors à l'hôpital Sainte-Anne, dans le service psychiatrique où je résidais depuis mes 50 ans. 15 années enfermées. 15 années à contempler le monde à travers des barreaux. 15 années à entendre les cris des autres patients, à avaler des médicaments qui engourdissaient mon esprit mais jamais ma conscience. Pourquoi étais-je là ? Les médecins utilisaient des termes compliqués: troubles explosifs intermittents, difficultés de régulation émotionnelle, comportements impulsifs dangereux. Moi, je dirais simplement que je ressentais tout trop intensément. La joie me submergeait comme une vague géante. La colère me consumait comme un incendie. À 48 ans, j'avais agressé un homme dans le métro. Il frappait sa compagne en public, la tirait par les cheveux, l'injuriait. Personne n'intervenait. Alors moi, Sophie, je suis intervenue. Avec une violence que je ne contrôlais pas. J'ai fracturé 3 de ses côtes et sa mâchoire. La femme n'a pas porté plainte. Lui, oui. Les témoins ont parlé de mon déchaînement disproportionné. Le juge a ordonné mon internement plutôt que la prison. Ma famille était soulagée. Ils avaient toujours eu peur de moi. Tous, sauf Margot. Ma sœur jumelle. Mon autre moi. Nous sommes nés identiques, Margot et moi. Même visage, même corps, même voix. Mais nos destins ont divergé dès l'enfance. J'ai hérité du tempérament fougueux de notre père, elle de la douceur résignée de notre mère. Je me battais contre l'injustice, elle l'acceptait en silence. Je criais ma révolte, elle avalait ses larmes. Pendant mes 15 ans d'internement, Margot venait me voir chaque mois sans faute. Elle m'apportait des livres, des fruits, des nouvelles du dehors. Elle me parlait de sa vie avec Thomas, son mari, et de leur fils Julien, né juste avant mon internement. Mais au fil des années, j'ai vu ma sœur se flétrir comme une fleur privée de lumière. Elle maigrissait. Les cernes sous ses yeux s'assombrissaient. Son sourire devenait de plus en plus artificiel, comme un masque mal ajusté. Et surtout, elle portait toujours des vêtements à manches longues, même en plein été, des cols roulés qui cachaient son cou, des foulards élégants qui dissimulaient autre chose que la mode. Je lui posais des questions. Elle éludait. Je vais bien, Sophie. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur ta guérison. Mais je la connaissais. Nous avions partagé le même ventre maternel. Je savais quand elle mentait. Ce jour de septembre 2010, quand la porte de fer s'est ouverte et que Margot est entrée, j'ai su immédiatement que quelque chose de terrible s'était produit. Elle portait un chemisier à manches longues malgré la chaleur étouffante, un foulard de soie autour du cou, et ses lunettes de soleil, qu'elle a gardées plusieurs secondes avant que je ne les lui arrache. Son œil gauche était violet, noir, enflé. Une ecchymose récente, probablement de la veille. Margot, j'ai murmuré, sentant la rage familière monter en moi comme une marée. Qui t'a fait ça ? Elle a détourné le regard, ses mains tremblant alors qu'elle posait un sac de pommes sur la table entre nous. Je suis tombée dans les escaliers. Menteuse. Ma voix était glaciale. Margot a tressailli. Sophie, s'il te plaît, montre-moi tes bras. Non, j'ai attrapé son poignet. Elle a crié de douleur. J'ai retroussé sa manche avec une détermination féroce. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur et allumé un feu de vengeance dans mon âme. Des bleus. Partout. Violet, jaune, verdâtre selon leur âge. Certains récents, d'autres anciens. Des marques en forme de doigts, comme si quelqu'un l'avait agrippé avec violence. Des traces linéaires, probablement d'une ceinture. Des brûlures circulaires sur son avant-bras. Des cigarettes. Depuis combien de temps ? Ma voix était si basse qu'elle ressemblait à un grondement. Margot s'est effondrée. Littéralement. Elle est tombée à genoux sur le sol froid de ma chambre d'hôpital, ses mains cachant son visage, et elle a pleuré. Un sanglot profond, déchirant, qui venait du plus profond de son être. Sophie. Sophie, aide-moi. Je n'en peux plus, je me suis agenouillée près d'elle et l'ai prise dans mes bras. Elle était si maigre, si fragile. Un oiseau aux ailes brisées.
Raconte-moi tout, j'ai ordonné doucement. Du début à la fin. N'omet rien. Et elle a parlé. Margot s'est assise sur mon lit étroit, tenant une tasse d'eau entre ses mains tremblantes. Puis elle a commencé son récit, et chaque mot était comme un coup de poignard dans mon cœur. Thomas, son mari, avait toujours eu un tempérament difficile. Autoritaire, jaloux, possessif. Mais au début de leur mariage, il se contrôlait en public. C'est seulement après la naissance de Julien que sa vraie nature s'était révélée. Il a commencé par les insultes, a murmuré Margot, fixant le fond de sa tasse. Idiote, bonne à rien, incapable. Il disait que j'étais une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Que j'avais de la chance qu'il m'ait épousée, avec une sœur folle dans la famille. J'ai serré les poings, mais je l'ai laissé continuer. Puis sont venues les gifles. La première fois, je me souviens exactement. Julien avait 2 ans et pleurait parce qu'il avait faim. Thomas rentrait du travail, fatigué, et les pleurs l'ont énervé. Il m'a giflé en disant que je devais faire taire cet enfant. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai essayé de partir une fois. J'ai pris Julien et je suis allée chez maman. Mais Thomas est venu me chercher. Il a pleuré, supplié, juré que ça ne se reproduirait plus. Maman m'a dit de lui donner une seconde chance, que tous les couples traversent des moments difficiles, que je devais penser à mon fils qui avait besoin de son père. Maman a toujours été aveugle, j'ai craché avec amertume. Je suis rentrée. Et ça a empiré. Les gifles sont devenus des coups de poing. Les insultes, des menaces de mort. Il me frappait avec sa ceinture, me brûlait avec ses cigarettes quand je méritais une leçon, selon ses mots. Ma respiration s'était accélérée. Je sentais la rage monter, cette rage que j'avais appris à contrôler pendant 15 ans, qui menaçait maintenant de tout faire exploser. Et Julien, j'ai demandé, redoutant la réponse. Le visage de Margot s'est décomposé complètement. Julien. Oh Sophie, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je ne pouvais plus garder le secret. Je ne peux plus le protéger seule. Elle a relevé son pantalon, révélant des bleus frais sur sa cheville. Hier soir, Julien était rentré tard. Il a 15 ans maintenant, tu sais. Il sort avec ses amis, il teste les limites comme tous les adolescents. Thomas l'attendait dans le salon, ivre. Quand Julien est entré, Thomas s'est levé et l'a frappé au visage. Fort. Julien est tombé. Ma vision s'est brouillée. De rage, pas de larmes. J'ai essayé d'intervenir. Je me suis jetée entre eux. Thomas m'a repoussé si violemment que je me suis cognée contre la table basse. Puis il a continué à frapper Julien. Au visage, au ventre, partout. En hurlant qu'il allait lui apprendre le respect, qu'il allait faire de lui un homme. Où est Julien maintenant ? Ma voix était dangereusement calme. À la maison. Thomas lui a interdit de sortir de sa chambre. Il a un œil au beurre noir, des côtes probablement fêlées. Sophie, j'ai peur. Julien commence à regarder son père avec une telle haine. Et s'il devenait comme lui ? Ou pire, et s'il se vengeait et finissait en prison ? Elle m'a agrippé les mains. Aide-moi. Je sais que tu es internée ici, mais tu es la seule personne assez forte pour faire face à Thomas. Tu es la seule qui n'a jamais eu peur de rien ni de personne. J'ai regardé ma sœur, mon reflet brisé, et j'ai pris ma décision. Nous allons échanger nos places. Margot a écarquillé les yeux. Quoi ? Écoute-moi attentivement. Je me suis levée et me suis placée devant le petit miroir métallique accroché au mur. Margot s'est levée à son tour. Nous nous sommes regardés côte à côte. Identiques. Parfaitement identiques. Tu vas rester ici, j'ai dit calmement. Tu vas devenir Sophie. Tu vas vivre dans cette chambre, manger, dormir, lire mes livres. Les médecins et infirmières ne verront aucune différence. Si quelqu'un te pose des questions, tu n'as qu'à rester silencieuse ou marmonner quelque chose d'incohérent. Ils ont l'habitude de mes humeurs changeantes. Mais Sophie et moi, je vais devenir toi. Je vais rentrer chez Thomas. Je vais m'occuper de lui. De la façon qu'il mérite. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le tuer, Sophie. Tu finirais vraiment en prison cette fois. J'ai souri.
Un sourire froid qui a fait frissonner ma propre sœur. Je n'ai pas l'intention de le tuer. La mort serait trop douce pour lui. Je vais lui enseigner ce qu'est vraiment la peur. Je vais lui montrer ce que ressent sa victime. Et ensuite, je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais lever la main sur qui que ce soit. Margot m'a fixé longuement. J'ai vu l'espoir naître dans ses yeux épuisés. L'espoir est autre chose, peut-être une once de cette rage que nous partagions dans nos gènes mais qu'elle avait toujours réprimée. D'accord, elle a finalement murmuré. Faisons-le. Nous avons échangé nos vêtements rapidement. Mon uniforme d'hôpital contre ses habits civils. J'ai pris son sac à main, ses clés, son téléphone portable. Elle m'a donné l'adresse exacte, le code de l'immeuble, les habitudes de Thomas. Il rentre généralement vers 19h, elle a expliqué. Il s'assoit dans son fauteuil, boit de la bière, regarde le football à la télévision. Il attend que le dîner soit prêt. Si ça ne lui plaît pas, il le jette par terre et me force à nettoyer. Parfois il me frappe avant. Parfois après. Il n'y a pas de logique. Et Julien ? Il reste enfermé dans sa chambre. Il a peur de son père. Mais Sophie, il commence aussi à le haïr ouvertement. Hier, après que Thomas l'ait frappé, Julien a dit quelque chose de terrible. Quoi ? Il a dit, un jour, je te tuerai pendant ton sommeil. J'ai fermé les yeux un instant. Puis je les ai rouverts, résolu. Ça n'arrivera pas. Parce que je vais régler ce problème avant que Julien ne fasse quelque chose qu'il regretterait toute sa vie. La sonnerie annonçant la fin des visites a retenti. Margot, maintenant vêtue de mon uniforme d'hôpital, semblait déjà plus petite, plus vulnérable. Moi, dans ses vêtements civils, je me sentais étrangement puissante. Je l'ai serrée dans mes bras une dernière fois. Repose-toi. Lis. Dors. Ne t'inquiète de rien. Dans quelques jours, tout sera terminé. Sois prudente, Sophie. La prudence n'a jamais été mon fort, ma sœur. Mais l'efficacité, oui. J'ai frappé à la porte. L'infirmière de service a ouvert. Au revoir, Sophie, j'ai dit assez fort pour qu'elle entende. Je reviendrai bientôt. L'infirmière m'a souri gentiment. Au revoir, Madame Moreau. Prenez soin de vous. La lourde porte s'est refermée derrière moi avec un claquement métallique définitif. J'ai traversé les couloirs de l'hôpital, passé les différents postes de sécurité, montré l'identité de Margot quand nécessaire. Puis, je suis sorti. 15 ans. 15 ans que je n'avais pas respiré l'air libre. L'air de Paris sentait les gaz d'échappement, le pain frais d'une boulangerie proche, le parfum d'une femme qui passait. Il sentait la vie, le chaos, la possibilité. Et elle sentait la guerre qui allait venir. Moi, Sophie Moreau, j'étais prête. J'ai pris le métro jusqu'à Belleville, où vivaient Margot et Thomas. L'appartement se trouvait dans un immeuble des années 70, grisâtre et triste. Le code d'entrée fonctionnait encore. J'ai monté les 4 étages à pied, mes jambes musclées par 15 ans d'exercice quotidien dans ma cellule ne montrant aucune fatigue. Devant la porte du 4C, j'ai sorti les clés de Margot. Ma main ne tremblait pas. J'étais d'un calme étrange, presque surnaturel. C'était comme si toute la rage accumulée pendant 15 ans s'était transformée en glace pure, froide et tranchante. J'ai ouvert la porte. L'appartement était exactement comme Margot l'avait décrit. Petit, sombre, mal entretenu. Le salon sentait la bière rance et la cigarette. Des vêtements traînaient sur le canapé. La cuisine était en désordre, avec de la vaisselle sale empilée dans l'évier. Et dans son fauteuil, devant la télévision allumée sur un match de football, Thomas était affalé, une canette de bière à la main. Et elle ne s'est même pas retournée en entendant la porte. C'est pas trop tôt, il a grogné. T'étais où ? Chez ta sœur la folle ? T'as intérêt à avoir préparé quelque chose à bouffer. Je n'ai pas répondu. Je suis restée immobile dans l'entrée, observant cet homme qui avait torturé ma sœur pendant des années. Il était massif, avec un ventre de buveur de bière, des épaules larges, des mains épaisses. Des mains qui avaient frappé Margot. Des mains qui avaient frappé Julien. T'es sourde ou quoi ? Il s'est enfin retourné, agacé. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la surprise dans ses yeux. Quelque chose n'allait pas, son instinct le lui disait. Sa femme d'habitude effacée, apeurée,
le regardait avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. Margot. Il s'est levé lentement, méfiant. Qu'est-ce qui te prend à me regarder comme ça? J'ai souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de prédateur. Bonsoir, Thomas. Ma voix était différente de celle de Margot. Plus grave, plus assurée. Il l'a remarqué. T'as fumé ou quoi? T'as une voix bizarre. J'ai juste décidé d'arrêter de jouer. De jouer à quoi? T'es complètement. Il n'a pas fini sa phrase. J'avais traversé le salon en 3 enjambées rapides. Ma main s'est refermée sur son poignet alors qu'il levait sa canette, probablement pour la jeter sur moi ou me la fracasser sur la tête. J'ai serré. Fort. Thomas a grimacé de douleur. Il a essayé de se dégager, mais ma prise était comme un étau. 15 ans de traction sur les barreaux de ma fenêtre m'avaient donné une force qu'aucune femme ordinaire ne possédait. Lâche-moi. Il a tenté de me frapper de son autre main. J'ai esquivé facilement et j'ai tordu son bras derrière son dos. Il a hurlé. Qu'est-ce que? Mais t'es folle. Lâche-moi, salope. Salope? J'ai murmuré à son oreille. C'est comme ça que tu appelais ma sœur? Combien de fois? J'ai tordu son bras un peu plus. J'ai entendu un craquement. Pas une fracture. Pas encore. Juste ses articulations sous pression. Je vais te tuer. Je vais. Clac. Je l'ai projeté face contre le mur. Sa tête a heurté le plâtre avec un bruit sourd. Il s'est effondré, sonné. Je me suis accroupi à côté de lui. Écoute-moi très attentivement, Thomas. À partir de maintenant, les règles ont changé dans cette maison. Tu ne cries plus. Tu ne frappes plus. Tu ne menaces plus. Sinon, j'ai attrapé sa main et j'ai commencé à plier son index en arrière, lentement. Arrête. Arrête, bon sang. Tu me fais mal. Vraiment? Tu as mal? Fascinant. Margot avait mal aussi. Julien avait mal aussi. Mais tu t'en fichais, n'est-ce pas? J'ai continué à plier son doigt jusqu'à ce qu'il soit au bord de la rupture. D'accord. D'accord. Je suis désolée. Je ne recommencerai plus. Désolée? J'ai ri. Un rire sans joie. Tu n'es pas désolée. Tu as juste peur. Mais c'est un début. J'ai relâché son doigt. Il a rampé loin de moi, le dos contre le mur, me regardant avec un mélange de peur et de confusion. T'es pas Margot, il a finalement dit. Margot ne ferait jamais ça. T'es qui? Je suis ton pire cauchemar, Thomas. Je suis la vengeance. C'est à ce moment que la porte de la chambre de Julien s'est ouverte. Un adolescent mince en est sorti. Il avait le visage tuméfié, un œil violet, la lèvre fendue. Mes traits se sont durcis en voyant ce que cet homme avait fait à mon neveu. Julien nous a regardés, son père recroquevillé contre le mur, moi debout au-dessus de lui. La confusion se lisait sur son visage. Maman. J'ai pris une décision instantanée. J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Va dans ta chambre, mon chéri. Ferme la porte. Mets de la musique dans tes écouteurs. Et quoi que tu entendes, ne sors pas. D'accord? Mais fais-moi confiance. Pour une fois dans ta vie, fais confiance à ta mère. Quelque chose dans ma voix, peut-être l'autorité, peut-être la force que Margot n'avait jamais eu, l'a convaincu. Il a hoché la tête et est retourné dans sa chambre. J'ai attendu d'entendre le clic de la porte qui se fermait et le son étouffé de la musique. Puis je me suis retourné vers Thomas. Maintenant, toi et moi, nous allons avoir une longue conversation sur le respect. Thomas était toujours assis contre le mur, me regardant comme si j'étais une apparition. Sa canette de bière était renversée sur le tapis, formant une tache sombre. Lève-toi, j'ai ordonné. Et elle n'a pas bougé. J'ai dit, lève-toi. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait une menace implicite que même un homme comme Thomas ne pouvait ignorer. Il s'est levé lentement, gardant ses distances. Maintenant, va dans la cuisine. Pourquoi? Parce que tu vas préparer le dîner. Il a éclaté d'un rire nerveux. Moi? Tu plaisantes? C'est le boulot des femmes. Je me suis approchée de lui en 2 pas rapides.
Ma main s'est refermée sur sa gorge. Pas assez pour l'étrangler. Juste assez pour qu'il sente ma force. Dans cette maison, tu feras ce que je te dis de faire. Tu vas cuisiner. Tu vas nettoyer. Tu vas comprendre ce que Margot endurait chaque jour. J'ai relâché ma prise. Il a toussé, portant une main à son cou. T'es complètement barré, non. Je suis juste fatigué des hommes comme toi. Je l'ai poussé vers la cuisine. Il a trébuché mais a obéi, se dirigeant vers l'évier rempli de vaisselle sale. Commence par laver ça. Va te faire foutre. Sans un mot, j'ai attrapé une poêle sur la cuisinière et l'ai abattue sur la table avec un bruit métallique assourdissant. Thomas a sursauté violemment. La prochaine fois, ce ne sera pas sur la table. Maintenant, lave cette vaisselle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait le robinet et commençait à frotter une assiette sale. Je suis restée derrière lui, le surveillant. Margot faisait ça tous les jours, j'ai dit calmement. Après avoir cuisiné pour toi. Après avoir nettoyé ton bordel. Après avoir supporté tes insultes et tes coups. Elle lavait ta vaisselle avec des mains meurtries. J'ai jamais demandé, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Il a continué à laver, ses mouvements maladroits. Il n'avait probablement jamais lavé une assiette de sa vie. Quand il a eu fini, je lui ai ordonné de préparer le dîner. Il a ouvert le réfrigérateur, en a sorti des œufs et du jambon. Une omelette, ça ira? Non. Prépare quelque chose de convenable. Un vrai repas. Je sais pas cuisiner. Alors tu vas apprendre. Comme Margot a dû apprendre à encaisser tes coups. Il a fini par préparer une omelette de toute façon, maladroite et à moitié brûlée. Je l'ai forcé à mettre la table, à servir, à s'asseoir. Goûte, j'ai déité. Et elle a pris une bouchée de son omelette et a grimacé. C'est dégueulasse. Parfait. Maintenant, finis ton assiette. Non, j'ai saisi sa tête et l'ai poussée vers l'assiette. Pas assez fort pour lui faire mal, mais assez pour qu'il comprenne que je ne plaisantais pas. Mange. Tout. Comme tu forçais Margot à manger la nourriture que tu trouvais pas assez bonne en lui écrasant le visage dedans. Il a mangé. Chaque bouchée de son omelette brûlée. Je voyais les larmes de rage et d'humiliation dans ses yeux, mais il mangeait. Quand il a fini, je lui ai ordonné de tout nettoyer. Il a obéi, silencieux maintenant, toute sa bravade envolée. Va te doucher, j'ai dit ensuite. Tu pues la bière et la sueur. Pendant qu'il était dans la salle de bain, je suis allée doucement frapper à la porte de Julien. Il a ouvert, les écouteurs toujours autour du cou. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est raidi, probablement pas habitué aux démonstrations d'affection de Margot, trop brisé pour en donner. Tout va changer maintenant, mon chéri. Je te le promets. Plus jamais tu n'auras peur dans cette maison. Mais papa, ton père va apprendre à être un homme. Un vrai. Pas une brute. Fais-moi confiance. Il m'a regardé avec des yeux où je voyais un mélange d'espoir et de scepticisme. Tu es différente, il a dit doucement. Tu parles différemment. Tu bouges différemment. Les jumeaux ne peuvent pas tromper tout le monde. Les enfants sont particulièrement observateurs. J'ai décidé de ne plus avoir peur, j'ai répondu, ce qui n'était pas un mensonge. Maintenant, retourne dans ta chambre. Demain, tu iras à l'école normalement. Et si quelqu'un te demande pour ton visage, tu diras la vérité. Ses yeux se sont élargis. Mais papa a dit, ton père ne te dit plus ce que tu dois faire. Moi, oui. Et je dis la vérité. Il est temps que le monde sache quel genre d'homme est Thomas Dubois. Julien est retourné dans sa chambre, et j'ai entendu Thomas sortir de la salle de bain. Et elle était maintenant en pyjama, l'air pathétique. L'homme qui terrorisait sa famille ressemblait maintenant à un enfant puni. Au lit, j'ai ordonné. Demain, tu iras travailler normalement. Tu feras ton travail. Tu rentreras directement à la maison. Tu ne boiras pas. Tu ne parieras pas. Tu ne lèveras pas la main sur quiconque. Compris? Et si je refuse? Et si je dis à tout le monde que ma femme est devenue folle? J'ai souri.
Ce sourire qui lui faisait peur. Vas-y, dis-leur. Dis-leur que ta femme frêle de 55 kilos te terrorise. Que tu as peur d'elle. Que tu ne peux plus la contrôler. Voyons ce que tes collègues diront. Voyons ce que tes amis du bistrot diront. Il a baissé les yeux. La honte est parfois une arme plus efficace que la violence. Dors, j'ai dit. Demain est un nouveau jour. Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon obscur, veillant. Attendant. Prête à réagir si Thomas tentait quoi que ce soit. Mais il n'a rien tenté. Il dormait, ou faisait semblant. À eu petit matin, je l'ai réveillé et lui ai ordonné de se préparer pour le travail. Il a obéi en silence. Avant qu'il ne parte, je l'ai attrapé par le col. Souviens-toi, directement à la maison après le travail. Pas de bistrot. Pas de Paris. Et surtout, pas un mot à quiconque sur ce qui se passe ici. Sinon, je n'ai pas eu besoin de finir ma phrase. Il a hoché la tête et est parti, les épaules voûtées. Les jours suivants ont établi une nouvelle routine dans l'appartement. Thomas rentrait du travail, silencieux et docile. Il préparait le dîner sous ma supervision, nettoyait, faisait la vaisselle. Il ne buvait plus. Il ne regardait plus le football en hurlant. Il ne levait plus la main. Mais je savais que ce n'était qu'une face facade. La peur seule ne suffirait pas à changer un homme comme lui. Il attendait juste une opportunité, un moment de faiblesse de ma part. Julien, quant à lui, s'épanouissait de jour en jour. Ses bleus s'estompaient. Il souriait davantage. Il parlait à table quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire avant. Maman, m'a-t-il dit un soir après le dîner, pourquoi tu as changé ? C'est comme si tu étais une personne différente. J'ai posé ma main sur la sienne. Parfois, les gens doivent toucher le fond avant de pouvoir remonter. J'ai touché le fond, mon chéri. Et maintenant, je remonte. Ce n'était pas complètement un mensonge. Le 5e jour, alors que Thomas était au travail et Julien à l'école, j'ai reçu un appel sur le téléphone de Margot. C'était l'hôpital Sainte-Anne. Madame Moreau ? C'est l'infirmière du bois. Nous souhaiterions vous parler concernant votre sœur Sophie. Pourriez-vous passer nous voir ? Mon cœur s'est serré. Avait-il découvert l'échange ? Que se passe-t-il ? J'ai demandé, essayant d'imiter la voix inquiète de Margot. Rien de grave, rassurez-vous. C'est juste que Sophie a été inhabituellement calme ces derniers jours. Elle lit beaucoup, elle mange bien, elle dort bien. C'est surprenant. Le médecin aimerait vous parler de son état. J'ai respiré. Ce n'était que ça. J'essaierai de passer dans les prochains jours, j'ai répondu mais je ne pouvais pas y aller. Si je retournais à l'hôpital, il verrait 2 fois le même visage et comprendrait. Je devais gagner encore du temps. Ce soir-là, Thomas est rentré plus tard que d'habitude. Il sentait l'alcool. Il était allé boire. Quand il a ouvert la porte, j'étais debout dans l'entrée, les bras croisés. Julien était dans sa chambre, porte fermée comme je le lui avais demandé. Thomas m'a vu et son visage s'est durci. L'alcool lui avait redonné du courage. T'as rien à dire, il a grogné. J'ai le droit de boire un verre après le travail. Tu avais ordre de rentrer directement. J'en ai marre de tes ordres. T'es qui pour me dire ce que je dois faire ? T'es ma femme, pas ma mère. Il s'est avancé vers moi, agressif. Je n'ai pas reculé d'1 centimètre. Je suis la personne qui t'empêche de devenir un monstre encore pire que tu ne le es déjà. Ferme ta gueule. Il a levé sa main pour me gifler. J'ai attrapé son poignet au vol. Puis, avec une force qu'il n'attendait pas, je l'ai tordu et l'ai plaqué contre le mur, son bras replié dans le dos. Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas ? J'ai sifflé à son oreille. Lâche-moi. Tu me fais mal. Bien. Maintenant tu sais ce que ressentait Margot. J'ai maintenu la pression encore quelques secondes avant de le relâcher brutalement. Il s'est effondré contre le mur, haletant. C'est fini, il a dit soudainement, sa voix étrangement calme. Je vais aller voir les flics. Je vais leur dire que ma femme est devenue violente. Ils viendront et ils te foutront dans un asile, là où est ta place. J'ai ri. Un rire froid. Vas-y, appelle-les. Dis-leur que ta femme te bat.
Montre-leur tes bleus. Oh attends, tu n'en as pas. Par contre, moi, j'ai toutes les photos que Margot a prises au fil des années de ses propres blessures. Cachées soigneusement dans une boîte à chaussures au fond du placard. Tu ne les avais jamais trouvées. Ce n'était pas vrai. Je n'avais trouvé aucune photo. Mais le bluff fonctionnait souvent mieux que la vérité. Son visage est devenu livide. Elle n'aurait jamais, si. Elle l'a fait. Des années de documentation. Chaque coup. Chaque insulte. Chaque humiliation. Alors vas-y, appelle la police. Voyons qui ils croiront. Il s'est laissé glisser contre le mur jusqu'à s'asseoir par terre, la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux de moi, il a murmuré, et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à du désespoir dans sa voix. Je veux que tu changes. Vraiment. Pas par peur, mais par compréhension. Je veux que tu comprennes la douleur que tu as infligée. Je veux que tu deviennes l'homme que Julien pourrait respecter au lieu de craindre ou de haïr. C'est impossible. Je suis comme je suis. Non. Tu es ce que tu as choisi d'être. Et tu peux choisir d'être différent. Je me suis accroupie devant lui, forçant le contact visuel. Demain, tu iras voir un psychologue. J'ai déjà pris rendez-vous. Tu iras toutes les semaines. Tu travailleras sur ta colère, sur ton alcoolisme, sur ton besoin de contrôle. Et si tu manques un seul rendez-vous, ces fameuses photos arriveront au commissariat. Tu me fais du chantage. J'appelle ça de la motivation. 2 semaines ont passé. Thomas allait effectivement voir le psychologue et un homme expérimenté spécialisé dans la violence domestique que j'avais trouvé grâce aux ressources que Margot avait consultées secrètement avant. Lentement, imperceptiblement, quelque chose commençait à changer. Pas tout. Pas complètement. Mais Thomas parlait moins fort. Il regardait Julien différemment. Il posait des questions au lieu de donner des ordres. Ce n'était pas la rédemption. C'était juste un début. Mais je savais que mon temps était compté. L'hôpital continuait d'appeler, de plus en plus insistant. Il voulait voir Margot. Il trouvait le comportement de Sophie étrange. Et puis, un jour, quelque chose s'est produit que je n'avais pas anticipé. Et la vraie mère de Thomas est venue rendre visite. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la clé dans la serrure. Une femme âgée est entrée, portant un sac de courses. Thomas? Margot? Je vous ai apporté des... Elle s'est arrêtée net en me voyant. Ses yeux se sont plissés. Margot? Bonjour, belle-mère, j'ai dit, imitant du mieux que je pouvais le ton que Margot aurait utilisé. Mais cette femme connaissait sa belle-fille depuis 15 ans. Elle a tout de suite senti que quelque chose clochait. Tu es différente, elle a dit lentement, s'approchant de moi. Tes yeux, ta posture. Margot a toujours les épaules voûtées. Elle ne regarde jamais les gens en face. Mais toi, merde. Je ne vois pas de quoi vous parlez, j'ai essayé. Si. Tu n'es pas Margot. Tu es. Ses yeux se sont écarquillés soudainement. Sa sœur. La jumelle. Celle qui est à l'hôpital psychiatrique. J'ai arrêté de prétendre. Sophie, j'ai dit calmement. Oui. Je suis Sophie. Où est Margot? En sécurité. Pour la première fois depuis qu'elle a épousé votre fils. La vieille femme a reculé d'un pas, portant une main à sa bouche. Mon Dieu. Thomas sait? Pas encore. Mais il va le découvrir maintenant, je suppose, puisque vous êtes là. Il faut que j'appelle la police. Tu t'es échappé d'un hôpital psychiatrique, Je ne me suis pas échappé. J'ai échangé ma place avec ma sœur que votre fils battait quotidiennement. Ainsi que votre petit-fils. Elle a pâli. Thomas il ne ferait jamais, si. Il l'a fait. Pendant des années. Et vous le saviez, n'est-ce pas? Margot portait toujours des manches longues quand vous veniez. Elle avait toujours des excuses pour ses bleus. Et vous n'avez jamais posé de questions parce que c'était plus facile de ne pas savoir. Les larmes sont montées aux yeux de la vieille femme. Je pensais qu'elle était maladroite, vous pensiez ce qui vous arrangeait. C'est à ce moment que Thomas est rentré du travail. Il nous a trouvés dans le salon, sa mère et moi, dans une confrontation silencieuse. Maman?
Qu'est-ce que tu fais là? Sa mère s'est tournée vers lui, le visage strié de larmes. Thomas, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas frappé Margot. Dis-moi que tu n'as pas frappé ton propre fils. Thomas m'a regardé, puis sa mère, puis de nouveau moi. J'ai vu la compréhension donnée sur son visage. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.